J'en viens maintenant à notre dernier axe un peu plus concret. Quelle marge pour une parole politique alternative? Ici, je rappelle qu'il y a des think tanks, des syndicats, des élus locaux qui proposent parfois une approche plus réaliste, fondée sur les besoins économiques réels, parce qu'ils ne sont pas forcément liés à un agenda politique, voire pas du tout, donc ils ont une prise de parole un peu plus libre. Je pense au think tank Terra Nova qui avait publié plusieurs rapports reconnaissant la nécessité de l'immigration de travail pour faire face au vieillissement et aux pénuries. Je pense également à la Confédération européenne des syndicats qui défend une migration de travail encadrée, légale et protégée, tout en dénonçant les abus liés à l'exploitation dans l'agriculture ou le bâtiment. Et donc ici, je voudrais vous demander si, en tout cas pour le think tank, est-ce qu'il est envisageable dans le contexte actuel que puisse émerger une parole politique plus honnête sur la nécessité structurelle d'accueillir des travailleurs étrangers, et si oui, comment faire? Les think tanks ont un avantage par rapport aux partis politiques qui n'ont pas à gagner d'élection. On n'a pas de programme électoral. On a des propositions, on stimule le débat et on peut aussi avoir formulé des propositions qui soient, entre guillemets, portées à la connaissance de tous les partis politiques, et celui qui le souhaite s'en empare. Parce qu'on ne travaille pas pour un parti politique en particulier, notamment en France, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays en Europe. Donc là, on a cet avantage et c'est notre métier de réfléchir sur du long terme. Nous, on est payé pour réfléchir sur le long terme. On n'est pas payé pour gagner une élection. Même si c'est aussi nécessaire pour les partis politiques, on l'entend. Donc on n'a pas ce momentum où on est obligé de, tous les 5 ans, d'avoir un nouveau discours innovant, etc., pour plaire à la population selon les derniers sondages à la mode sortis dans les différents médias. Donc ça, c'est l'aspect positif et noble dans les think tanks. Même si tous les think tanks ne se valent pas sur la question. Mais chacun se fera sa propre opinion. On a aussi cette indépendance par rapport à l'État, où si demain, peu importe le parti politique au pouvoir, au gouvernement, si demain on supprime toutes nos subventions publiques, on va pas être très content, on va pouvoir continuer à travailler, tout comme Terra Nova. Tous les think tanks français ne peuvent pas dire la même chose. Nous, on pourra, parce qu'on est très peu dépendant de l'État français, tout comme Terra Nova ou d'autres. Et donc là, c'est l'aspect important et intéressant. Peu importe le parti politique, on n'est pas, entre guillemets, excusez-moi l'expression, obligé de lui servir la soupe. Ça, c'est pas dans l'intérêt d'un think tank, c'est pas pour ça qu'on existe. On n'est pas lié à l'actualité directe. On va pas faire comme si l'actualité n'existait pas. On n'est pas hors sol. Par contre, on n'est pas obligé de réagir ou surréagir à chaque fait d'actualité. C'est pas le but d'un think tank. Nous ne sommes pas journalistes qui font très bien leur boulot pour certains, mais en tout cas, nous, on réfléchit sur du long terme. Et donc, en effet, cette question-là, on va pouvoir l'aborder, peu importe l'élection en cours, peu importe ce qui se dit dans les médias. Ensuite, nos travaux, c'est important qu'ils puissent porter leurs fruits. Et c'est là où il y a la difficulté. Est-ce qu'on parle suffisamment de nos publications, de nos travaux? Je dis nous au sens large du terme, pas uniquement Confrontation Europe. Vous avez cité Terra Nova, il y a Jacques Delors, il y en a d'autres. Est-ce qu'on en parle suffisamment sur les plateaux télé? Des think tanks sont parfois présents sur les plateaux télé en France ou dans différents États membres. C'est pas forcément ceux qui sont complètement indépendants. C'est pas ceux forcément qui se basent sur des travaux de chercheurs, de chercheuses, d'experts et d'expertes. Et c'est ça qui est malheureux. C'est le temps de parole donné à des personnes qui vont parler en leur nom propre, avec entre guillemets une coquille vide derrière. Et c'est ça qui endommage le débat public. Parce que ces travaux, comme vous l'avez souligné, existent. Est-ce qu'ils sont sur le devant de la scène? Moins. Est-ce que les partis politiques aussi s'en saisissent? Malheureusement, assez peu. Peu importe le parti politique. Il y a des think tanks de tous bords, y compris de plus en plus des think tanks d'extrême droite, financés par des mécènes d'extrême droite. C'est légal, mais est-ce que pour autant, même les partis d'extrême droite s'en inspirent? Je ne suis pas sûr. C'est pour vous montrer à quel point, malheureusement, les partis politiques ne s'appuient pas suffisamment sur les travaux des différents think tanks. Et comme je vous l'ai dit, il y a une variété qui leur permet vraiment, le pick and choose, de vraiment choisir ce qu'ils veulent. Il n'y a pas suffisamment de travail en commun. En France, en tout cas. Alors après, dans chaque État membre, ça peut être différent. C'est sûr qu'en Hongrie, c'est très difficile aujourd'hui pour les think tanks de progresser, parce que dès qu'ils ont de l'argent qui ne viennent pas de la Hongrie,
même de l'Union européenne, ils sont considérés comme des agents de l'étranger. Donc on voit la vraie difficulté pour les think tanks hongrois. On en a publié un dans notre revue spéciale sur les élections européennes. C'est beaucoup plus compliqué d'ailleurs pour eux de se faire entendre sur la scène médiatique ou politique. Donc on n'est pas les plus à plaindre en France, mais pour autant, je trouve qu'il n'y a pas assez de synergie, on ne parle pas assez de nos travaux, malheureusement, mais c'est aussi à nous, et on prend le point de s'améliorer en termes de communication et de stratégie pour porter nos idées. C'est sûr que pour les think tanks français, et là vraiment tous confondus, avec les moyens qu'on a par rapport aux moyens des think tanks allemands et encore plus anglo-saxons et américains, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Les think tanks américains sont très bien représentés à Bruxelles, sont les plus représentés. Et on se déclare sur le registre de transparence de l'Union européenne, ça c'est important, vous parliez de transparence au début de l'interview. Nous on déclare notre salarié et nos chargés de mission qui sont basés à temps plein à Bruxelles. Les Américains doivent faire la même chose. C'est pas x10, c'est beaucoup plus. Ce sont des millions et des centaines de millions d'euros de différentes structures américaines, quand des sous-structures américaines ne font pas partie par ailleurs de fédérations professionnelles ou d'associations européennes qui s'intègrent dedans et qui défendent leurs intérêts. Ils ont tout à fait le droit, mais qui vont aussi orienter ces fédérations ou ces think tanks ou ces associations avec beaucoup plus de moyens que ce qu'on a en tant que think tank français. Même si les think tanks français sont vraiment dotés de budgets très variés, même le think tank français qui a le plus d'argent est un nain par rapport au think tank allemand, britannique ou encore plus américain. Je ne vous demanderai pas d'être exhaustif vraiment sur cette question, sur la réponse à apporter, parce que je pense qu'elle peut être longue. Mais quels sont les freins à une politique de travail assumée au niveau européen? Je pense notamment à des freins électoraux ou des tabous fiscaux. Alors, sur la question de l'immigration légale, l'immigration de travail, tant que justement l'immigration illégale est sur le devant de la scène médiatique et politique, il va être difficile de traiter de cette question. Ça serait bien de pouvoir séparer les choses, même si parfois c'est pas chacun dans sa case. Parfois, en effet, il y a une immigration illégale qui peut se transformer en une immigration de travail légal avec des besoins de main-d'œuvre associés. C'est pour ça qu'on régularise des sans-papiers. Pour autant, c'est important d'avoir vraiment ce débat sur quelle immigration légale nous souhaitons, État par État, chacun a des besoins différents, et quel type d'intégration on opère dans les pays. Et là, on a des politiques différentes, et ça serait intéressant d'avoir une étude comparative dans les différents États membres. C'est vrai que c'est pas en vogue, mais c'est aussi notre travail en tant que think tank de travailler sur des sujets qui sont pas forcément les plus médiatiques, les plus sur devant de la scène, pour pouvoir réfléchir sur du long terme, en espérant, encore une fois, qu'ils soient saisis par les partis politiques pour que ce soit vraiment porté. C'est un sujet qui est important et qu'on néglige trop souvent. Et enfin, la question de la fin, une question un peu d'ouverture. L'Union peut-elle concilier justice sociale pour les travailleurs étrangères et compétitivité économique face à la mondialisation? C'est tout dans l'intérêt de l'Union européenne et de ses États membres de faire respecter le droit des travailleurs sur son territoire. Ça peut malheureusement être dans l'intérêt de certaines entreprises, les plus grandes, d'exploiter des travailleurs étrangers, de ne pas respecter leurs droits, les normes européennes qui peuvent s'appliquer aux étrangers aussi, pour faire du bénéfice. Ça, c'est dans l'intérêt de certaines entreprises. Je ne vous parle pas là des PME, qui sont le tissu économique le plus répandu en France et en Europe, mais plutôt de grands groupes qui vont fermer les yeux sur certaines de leurs exploitations, certaines de leurs filiales. Mais après, pardon, je me permets de vous couper, il y a quand même eu des enquêtes, que ce soit autant en France ou en Espagne, là j'entends, ou même en Italie, sur les exploitations agricoles qui ne sont pas forcément d'énormes structures, mais qui, là aussi, se permettent de pas forcément rémunérer leurs salariés correctement, voire pas du tout. En tout cas, la plupart sont sous-payés, alors même que c'est pas, ce sont pas des grandes entreprises. Mais est-ce qu'elles travaillent en lien avec d'autres grandes entreprises? C'est-à-dire que les exploitations agricoles
pour faire face à une concurrence en effet mondialisée, hein, comme vous le dites, parfois préfèrent ne pas respecter, alors je ne fais pas de généralité bien sûr, hein, mais pas respecter les normes européennes ou les normes nationales sur le droit du travail, pour répondre à cet impératif de concurrence mondialisée, mais elles ne travaillent pas en silo. Est-ce que ce ne sont pas des filiales? Est-ce qu'elles ne sont pas en lien avec des plus grosses structures? Quand on produit, le producteur agricole vend rarement, malheureusement, au plus près. Même s'il y a un plan d'ailleurs sur l'économie circulaire au niveau de l'Union européenne, dont on parle trop peu et qui est trop peu appliqué par les États membres. Il y a cette promotion justement de l'économie circulaire au niveau de l'Union européenne, notamment pas mal au niveau du mandat précédent. On va voir sur le mandat actuel, puisque c'est un sujet peut-être un peu moins en vogue. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui domine au sein de l'Union européenne au niveau agricole, c'est pas l'économie circulaire. Donc c'est pas le petit producteur qui va aller donner dans une AMAP. Ça existe et c'est très bien que ça existe, mais malheureusement c'est pas la norme. Enfin malheureusement pas d'ailleurs, chacun prendra son opinion, mais c'est pas la norme. Et donc du coup, ces structures répondent à des impératifs avec voilà, des clients, chacun est client et prestataire, et donc avec cette pression du marché peut être tenté de ne pas respecter les normes. Mais c'est illégal. Et c'est à l'État membre de faire respecter ces normes nationales et les normes européennes. C'est le garant du respect du droit de l'Union européenne notamment. Et donc il faut que les États membres soient le gendarme chez eux et fassent respecter ce droit. Pourquoi ? Parce que c'est important que chacun soit soumis, en tout cas au niveau de l'Union européenne, aux mêmes normes. C'est pas normal que certains pays ferment les yeux et ne respectent pas ces normes, alors que d'autres les respectent, au moins en grande partie. C'est là où la concurrence n'est pas à jeu égal, et c'est là où le rejet de l'Union européenne est le plus fort. Beaucoup d'agriculteurs français qui étaient pourtant très pro-européens, puisque la France est le premier récepteur d'aide au niveau de la PAC, et depuis le début de la création de la PAC, et pourtant de plus en plus d'agriculteurs se tournent vers des votes d'extrême droite. Alors c'est pas les seuls, hein. Le vote d'extrême droite en France est de plus en plus répandu malheureusement. En tout cas, pourquoi ? Alors qu'il y a quelques années, on s'en étonnait, on s'en offusquait encore en disant mais les agriculteurs sont ceux qui ont le plus bénéficié des politiques de l'Union européenne. On connaît bien entendu Erasmus, qui est la politique préférée des Français et des Françaises, mais la politique agricole commune est aussi, voire même plus connue qu'Erasmus. Et on voit les bienfaits que ça a fait pour le soutien au salaire des agriculteurs et des agricultrices. Mais si les autres États membres ne respectent pas les normes que les Français et les Françaises respectent, il faudra regarder dans le détail, mais c'est une concurrence faussée et une injustice qui fait qu'il y a une frustration qui peut se concrétiser dans le vote extrême. Et donc c'est pour ça que c'est important, si on veut que l'Union européenne perdure, si on veut aussi avoir un poids sur la scène mondiale et la scène économique mondiale, de pouvoir faire respecter ce droit. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des accords commerciaux extérieurs. Il faut savoir que l'agriculture française est très exportatrice. On va avoir des produits espagnols ou même marocains sur nos étals, et nos produits français, on va beaucoup les exporter. Donc même si on a tendance, en tant que Français, à être souvent contre les accords commerciaux extérieurs, en réalité, ça bénéficie aussi beaucoup à nos agriculteurs. Alors, dans des filières différentes, hein, chacun s'y retrouve pas forcément, et là-dessus, chaque filière peut se défendre. Mais en tout cas, la France est exportatrice au niveau agricole. Et donc, quand on va négocier en tant qu'Union européenne à 27 auprès de différents États, comme le Canada ou l'Afrique du Sud, on a plus de poids. Si c'est la France seule qui négocie ces accords, on ne va pas parler de droit du travail, on ne va pas parler de droit humain, on ne va pas parler de droit environnemental. Ce qu'on a fait avec le Canada, ce qu'on a fait avec l'Afrique du Sud. Et on a des liens étroits, et bon, je cite ces deux pays, il y en a bien d'autres, et on a pu imposer des choses. Alors il n'y a pas des clauses miroirs partout, on ne fait pas respecter les droits de l'Union européenne partout dans le monde, c'est difficile, on ne peut pas imposer aussi nos points de vue sur tout territoire mondial. Pourtant, on a plus de poids ensemble, et on va plus essayer de les faire aller dans notre direction que si on était chaque État membre individuel, même pour la France. Donc c'est important que chacun fasse respecter le droit des travailleurs, y compris les travailleurs étrangers qui viennent sur notre territoire, pour qu'il n'y ait pas cette concurrence entre États membres, qu'on puisse avoir une Union européenne qui est forte et qui aille négocier avec des partenaires
lorsqu'ils sont ouverts à ça, ce qui n'est pas le cas des États-Unis actuellement malheureusement. Et ce sera le mot de la fin. Merci Jérôme Kerry d'avoir accepté cet entretien, d'avoir répondu à mes questions, celles de l'Observatoire, et merci à vous qui nous avez suivis.